Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. 100 millimètres de pluie sont tombés par endroits au Québec hier. À Montréal, c'était le déluge, c'était le cas aussi un peu partout. Et cette pluie-là, très clairement, était finalement les restants de la tempête tropicale Beryl. Et il n'y a aucun doute que ça a stressé bien du monde. On a vu beaucoup d'eau partout. Il y en a qui ont rentré à bien des endroits. Il faut parler à ce moment-là souvent à nos assurances. Alors, on s'est dit qu'on allait parler au directeur des communications et affaires publiques au Bureau d'assurance du Canada, M. Pierre Babinski. Bonjour, M. Babinski. Bonjour, M. Nantel. Vous devez être occupé. Vos collègues que vous représentez doivent être dans le jus, c'est le cas de le dire? Généralement, des situations comme ça, effectivement, ça augmente l'achalandage. C'est certain que les assureurs regardent aussi la météo comme tout le monde. Donc, lorsqu'on voit des événements potentiellement extrêmes se présenter, bien, ils se mobilisent, ils activent leur plan pour être en mesure de répondre rapidement à tous leurs clients. Ben oui. Puis d'ailleurs, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a eu, d'après vous, beaucoup de demandes faites hier ou on est déjà on est encore dans le constat des dégâts? Mais c'est difficile à dire. On n'a pas nécessairement de rapport de chaque assureur sur le niveau d'achalandage. Il n'y a pas eu de vent trop extrême qui accompagnait la pluie, donc ça va surtout être des dégâts d'eau de ce qu'on peut voir, mais c'est un peu trop pour faire le bilan ou voir le nombre. Parce que ça se concentrait beaucoup dans la région de Montréal puis à la rive sud, donc ça sera à voir dans les prochains jours. Bien, je peux vous dire aussi que du côté de l'Outaouais, ça y allait à flot, c'est le cas de le dire. Mais justement, comme on n'a pas encore toutes les informations sur les réclamations, par contre, vous pouvez peut-être nous aider à donner des indications aux gens qui se demandent quoi faire. Là, dans le sens que quand un sous-sol se remplit d'eau parce qu'il y a un refoulement d'égout, par exemple, ou parce que le drain français autour de la maison n'a pas fourni, qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose. Bien, sécurité, c'est la première étape, c'est-à-dire on s'assure que tout le monde est en sécurité. S'il y a des choses qu'on peut rescaper rapidement de l'eau qui est dans le sous-sol pour éviter que les dommages s'aggravent. Idéalement, si on est sujet à des refoulements d'égouts, c'est sûr qu'on devrait garder son sous-sol libre d'objets de valeur et tout ça. Mais bref, si on a un dégât d'eau dans le sous-sol, on documente la perte, c'est-à-dire on prend des photos pour montrer jusqu'où le niveau de l'eau est allé. Puis ensuite, on appelle notre assureur. C'est certain, faut quand on souscrit l'assurance ou lorsqu'on renouvelle, avoir la discussion avec son assureur pour s'assurer qu'on a bien toutes les protections requises, parce que les dommages par l'eau, à part ce qui vient de l'intérieur de la maison, comme la tuyauterie ou les électroménagers, ce sont tous des avenants qu'on doit faire rajouter, comme le refoulement d'égout, l'infiltration par les fondations ou par le toit. Et vous faites bien de le mentionner parce que, pardonnez-moi, parce que, effectivement, moi, j'ai vécu récemment, donc j'ai magasiné des assurances et j'ai été surpris à plusieurs endroits. Je ne pouvais plus avoir cette couverture liée au refoulement d'égout, mais ça, moins, mais surtout aux inondations reliées à un cours d'eau. Les choses ont beaucoup changé. Les assureurs vont certainement s'adapter au changement climatique, mais s'adapter aussi aux politiques et aux classifications que le gouvernement va donner quant à des zones inondables. Oui, bien en fait, les assureurs savent bien qu'est-ce qui en ce moment est inondable ou pas, là, de façon générale. Bien sûr, on a vu ce qui a été inondé en 2017, en 2019. Donc, puis il faut savoir que l'assurance inondation au Québec, c'est là seulement depuis 2017. Avant ça, ça n'existait pas. Donc, oui, les assureurs s'adaptent, mais en offrant des produits qui répondent aux besoins, pas nécessairement en se retirant de certains risques, mais en étant là, en comprenant bien les risques, puis en conseillant les gens sur comment les éviter. Ah, ben c'est intéressant. Vous évoquez, M. Babinski, donc une assurance en cas d'inondation. Il n'y avait pas de clause spécifique à ça. Lorsqu'il y avait un cas d'inondation, on pouvait contacter notre assureur et expliquer nos dommages. Et la couverture était comme incluse. Aujourd'hui, elle est juste plus spécifique. Et donc, si elle est plus spécifique, elle comporte un tarif propre spécifiquement à cet avenant-là, mais il est aussi spécifiquement possible
de se faire dire non, on ne peut pas vous assurer pour cette raison-là. C'est nouveau, ça. En fait, avant 2015, au Canada, on ne pouvait pas s'assurer pour l'inondation. C'était ni inclus dans la police d'assurance, ni un avenant. Ça s'est répandu tranquillement, puis c'est arrivé au Québec en 2017, juste un mois ou deux avant les inondations. Ben voyons, incroyable. Avant, c'était considéré comme un acte de Dieu qu'on appelait. Ben, en fait, les actes de Dieu, c'est en assurance de dommages, on considère pas nécessairement ça. Ce sont des aléas catastrophiques et la plupart, on peut s'assurer pour ça. Depuis que l'assurance inondation est là, les mouvements de terrain comme les glissements de terrain, c'est à peu près le seul aléa pour lequel on ne peut pas s'assurer au Québec. Bon? Des glissements de terrain, on ne peut pas s'assurer pour ça. Il n'y a pas de clause existante pour ça. Est-ce que, mais je trouve ça juste drôle. Je me fais rire moi-même d'avoir utilisé l'expression « un acte de Dieu » en anglais « act of God ». C'est tellement quelque chose qui aujourd'hui nous sonne curieusement dans nos oreilles, mais il en demeure pas moins. Donc, c'est fascinant de voir que la fréquence des inondations a amené une demande d'assurance spécifiquement à ça, apparue en 2017, juste avant les grandes inondations. Ultimement, aujourd'hui, je pense que les assureurs sont beaucoup plus prudents. Je l'ai vécu personnellement. Est-ce que ça se peut qu'aujourd'hui, les assureurs font comme, bon, là, il y a des risques qu'on ne peut plus assurer. En tout cas, on le voit partout, on en entend parler, partout dans le monde, c'est le cas. Bien, en fait, c'est que à mesure qu'on couvre certains risques, bien, il y a une historique de sinistres qui se développe, on comprend mieux l'aléa, la cartographie aussi s'améliore, puis on a entendu récemment qu'il va y avoir aussi une mise à jour importante de la cartographie. Donc, plus on comprend le risque, plus on observe qu'est-ce qui se passe sur le terrain, on peut ajuster à ce moment-là les politiques de souscription et décider, quelles propriétés peuvent être à qui on peut offrir l'avenant pour les inondations et à qui on ne peut pas l'offrir parce que le risque est quasi certain qu'ils vont être inondés. Puis c'est pas le but de l'assurance. Donc, il y a quand même des secteurs qui sont de toute évidence à risque. On parlait des inondations de 2017. Par exemple, à Ville-Saint-Laurent, Rosemont, Vieux-Longueuil, Saint-Lambert, sont tous des quartiers qui ont vécu des changements au niveau de la couverture disponible. Pourquoi? C'est quand même pas des endroits qui sont nécessairement côtiers, du côté de Rosemont, par exemple. En fait, c'est que si un ou des assureurs se rendent compte que tous leurs clients sur telle rue ou dans tel quartier ont un refoulement d'égouts chaque fois qu'il y a une pluie importante, bien ils vont conclure effectivement à peut-être des défaillances de l'infrastructure souterraine ou de collecte de pluie. Et à ce moment-là, bien la première étape, c'est de dire aux clients, s'assurer qu'il a un clapet anti-refoulement, par exemple. Mm-hmm. Mais ensuite, s'il y a une réclamation, 2 réclamations pour des refoulements d'égouts, mais c'est possible que l'assureur ne l'offre plus à ce client-là ou lui dise, je dois réduire la protection. Je te couvrais pour 20 000 $ de dommages avant, maintenant, ça va être 5 000. Mm-hmm. Mais si on voit que c'est répandu, mais à ce moment-là, c'est possible que jusqu'à ce que la ville fasse les travaux nécessaires pour corriger la situation, que un ou des assureurs se retirent d'un quartier. C'est déjà arrivé dans le passé. Lorsque ça a été corrigé, les assureurs sont revenus avec ces protections-là pour leurs clients. Donc, l'information clé ici, c'est lorsque la ville a fait les corrections requises. Donc, si notre assureur nous dit, moi, je peux pas vous couvrir, ou si je peux vous couvrir, c'est très partiellement, ou si je peux vous couvrir, l'avenant coûte de plus en plus cher. Puis, c'est ça le calcul. Hein. Les assureurs disent, je crois que ça n'arrivera pas, mais si tu as peur que ça arrive, voici, je vais te charger de temps. Puis moi, dans ma tête, en tant qu'assureur, je me dis, je collecte tant de milliers de gens qui craignent le même risque, j'accumule des sous, et s'il y a des dégâts, je vais avoir les sous pour payer, puis je vais quand même réussir à faire un profit d'affaires tout à fait normal, dans le meilleur des mondes. Alors, exactement. Mais ici, ce que vous évoquez, c'est donc que l'assureur dit, moi, je ne couvrirai pas un risque qui est trop grand comme celui-là. Donc, vous, en tant que citoyen, je vous suggère fortement un clapet anti-retour pour pas que l'égouts de la ville rentrent dans la maison. Et je vous suggère de faire pression sur vos élus pour s'assurer que les travaux soient faits pour que ça ne se reproduise plus. Comment est-ce qu'on fait pour savoir, comment est-ce qu'on communique à notre assureur que les travaux ont été faits? Est-ce qu'on peut espérer une correction de prime ou
l'option d'avoir une couverture qui pourrait redevenir possible, ça prend combien de temps entre temps que les travaux soient faits? Parce que j'imagine quand même qu'être actuaire, c'est quand même pas particulièrement rapide. Là. Il y a quand même beaucoup d'études à faire. Bien, en fait, l'assureur, lui, va se fier à ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire, si effectivement il y avait des enjeux de refoulement d'égouts sur votre rue, il y a eu des travaux, vous voyez qu'il y a quelques pluies qui, dans le passé, auraient peut-être fait des refoulements d'égouts chez vous, vous voyez qu'il n'y en a pas, ben à ce moment-là, ça veut dire que les travaux ont fait un peu leur preuve, puis c'est ce qui va être important pour l'assureur, parce que s'il y a des travaux, il vous redonne la protection, puis à la première pluie, il y a un autre refoulement d'égout, ben clairement, ça n'avait pas suffi. Donc, l'assureur va vouloir que le temps ait fait son œuvre pour démontrer que c'est efficace. C'est la même chose avec une digue ou d'autres choses. Bien sûr. Ben, je regardais les images des voies d'accès dans le bout du centre d'achat Rockland, l'Acadie, Crémazie, encore une piscine. C'est inexplicable. Je veux dire, honnêtement, la gestion de l'eau devient de plus en plus complexe et demande une grande efficacité. Les pluies diluviennes qu'on reçoit, qui durent pas trop, espérons-le, mais quand c'est tellement violent que ça prend des très gros tuyaux pour canaliser toute cette eau-là, faut croire qu'il va falloir augmenter. Ben oui, merci pour les images, c'est tout à fait ça. Mais du côté du centre d'achat Rockland, c'est quand même pitoyable. Ça a été refait plusieurs fois. Mais bon, je pense que tout le monde est un peu surpris et j'aimerais vous amener là-dessus, d'ailleurs, M. Babinski. Les assureurs sont un peu comme, curieusement, la raison en termes de changement climatique, l'influence sur les politiques gouvernementales, étrangement, vient pas toujours des groupes militants au niveau environnemental, mais bien des assureurs qui disent, écoutez, la vérité, c'est que ça commence à coûter une fortune, on n'est pas capable d'assurer tout ça, il faut faire face à ça, puis il faut avoir des mesures de prévention devant les crises climatiques et les effets de celles-ci. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Êtes-vous dans l'assurance depuis longtemps? Auriez-vous imaginé être le canari dans la mine et dire au gouvernement, là, il va falloir faire face à la réalité, la planète se réchauffe et il y a des conséquences? Mais ça fait de nombreuses années que l'industrie de l'assurance a des discussions avec les différents paliers de gouvernement, parce qu'il faut pas oublier que les assureurs, eux, les liens, ils les ont faits depuis très longtemps entre les dommages et les changements climatiques. La moyenne au Canada en termes de dommages assurés pour les catastrophes naturelles, là, il y a 30 ans, c'était quelques centaines de millions. Depuis 10 ans, la moyenne, c'est 2 milliards. Et on a eu des années, là, l'année passée et l'année d'avant, des années à 3 milliards pour l'ensemble du Canada, seulement en lien avec les catastrophes naturelles. Donc, ces liens-là, on les fait depuis longtemps. Les gouvernements les comprennent. C'est clair, on comprend, même si on veut qu'il y ait une plus grande réflexion des infrastructures de collecte de pluie, on comprend que on pourra pas avoir une infrastructure qui va tenir le coup à chaque événement extrême. Ça coûterait des fortunes, mais au moins que on s'adapte à la nouvelle réalité. Puis si une fois ou deux, ça déborde, ça arrive, mais faudrait pas que ça devienne la norme. C'est pour ça qu'on doit pas prendre de retard là-dedans, on doit rattraper le retard et certainement pour tout ce qui est le neuf, ben mieux construire, mieux reconstruire. Dites-moi en terminant, compte tenu de l'ampleur des dégâts que vous couvrez souvent, il n'y a pas matière à se surprendre que les primes d'assurance habitation en particulier augmentent. Je veux dire, et à quel rythme on peut prévoir que ça va continuer d'augmenter, d'après vous? Bien, on voit déjà depuis quelques années des ajustements de primes à la hausse. C'est pas seulement les catastrophes naturelles, le coût des matériaux, l'inflation, le coût de la main-d'œuvre, les enjeux de chaîne d'approvisionnement qui font que les règlements de sinistre durent plus longtemps, donc ça coûte plus cher aux assureurs. Donc, tout ça exerce une pression à la hausse sur les dépenses des assureurs, puis ils doivent, comme vous le mentionnez en ouverture, ils doivent ajuster les primes à la hausse si leurs dépenses, elles aussi, continuent de monter. La bonne nouvelle, vous me direz, tout est relatif. Il y en a une, je vous écoute. C'est que
Dans les 5 dernières années, le coût moyen des sinistres en assurance habitation a augmenté d'à peu près 50% en 5 ans. Les primes, elles, sur 5 ans, on observe plutôt autour de 30%. Donc, c'est beaucoup, on se le cache pas, mais vous mangez un peu plus dans votre marge. Bon. Exactement. C'est la solidarité d'abord des bureaux des assureurs du Canada. Ben, merci. En tout cas, de toute façon. Ah oui, et la concurrence aussi, bien sûr, qui est là. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Babinski. Puis honnêtement, on a besoin de tous nos partenaires en affaires, puis les assurances en fait partie. Alors, merci de nous donner des informations, puis souhaitons que vous demeuriez raisonnable dans vos hausses compte tenu des coûts que vous venez de nous décrire. Merci beaucoup, M. Babinski. Bon été, le moins de pluie possible. Merci, Pierre Babinski, directeur des communications et des affaires publiques du Bureau d'assurance du Canada.